Et donc, je donne la parole à Jean-Louis Fabiani, qui est professeur de sociologie à la Central European University de Budapest, dont vous avez probablement beaucoup entendu parler, parce qu'elle est dans le viseur du gouvernement hongrois et du président Orbán, hein, et qu'elle est menacée d'être démantelée. La communauté internationale s'est beaucoup mobilisée, y compris grâce à Jean-Louis, qui est professeur, mais il est aussi directeur d'études à l'École des études. Retraité. Ses domaines de recherche sont la sociologie des configurations du savoir et des disciplines. Il a écrit des livres importants, notamment de sociologie de la philosophie, la sociologie de la culture, celle de l'environnement aussi. Et parmi les nombreux ouvrages et articles qu'il a publiés, je vous signale tout récent Pierre Bourdieu, un structuralisme héroïque en 2016, et La sociologie comme elle s'écrit en 2015, et Qu'est-ce qu'un philosophe français, la vie sociale des concepts en 2010. À toi. Merci beaucoup. Je remercie Pierre-Michel Minguer pour son invitation qui m'honore. J'aurais aimé parler de philosophie et de la question du talent et de la célébrité dans la philosophie. J'ai terminé ou j'ai arrêté mon dernier livre sur la philosophie à 1977, qui est un moment de bascule justement du rapport entre le travail philosophique et la célébrité. C'est l'apparition des nouveaux philosophes et ce qu'on a appelé les philosophes médiatiques, plus tard les philosophes beaux gosses. Et donc c'est un nouveau régime sur lequel je travaillerai plus tard, mais en tout cas qui me semblait transformer la donne. Et donc l'unité, disons, du XXe siècle court trouvait une borne ici au moment, disons, de l'apparition d'une nouvelle forme d'offre philosophique. J'ai repris cette question dans le dernier numéro de la revue de la Bibliothèque nationale. C'est un numéro qui a pour titre Pop Philosophie et qui est passionnant parce qu'il pose, pas tellement mon article, mais les autres, pose la question de la notoriété intellectuelle aujourd'hui en France. Alors je commence. Clint Eastwood. Oui, attends, comment ça... Parce que je vais passer une vidéo. Longtemps, Clint Eastwood n'a pas eu de talent. Il était fustigé par la grande prêtresse de la critique intellectuelle new-yorkaise, Pauline Kael, et parce qu'il ne correspondait pas aux critères qu'elle essayait d'importer aux États-Unis, qui étaient les critères de la qualité cinématographique européenne. Paradoxalement, c'est à son séjour en Europe et au fait qu'il ait tourné dans les western spaghetti de Sergio Leone que Clint Eastwood a été crédité de talent, et même d'un des plus grands talents de l'histoire du cinéma, puisque même Alain Badiou, auteur souvent sévère, reconnaît la grandeur de Clint Eastwood. Clint Eastwood a eu beaucoup de problèmes. Alors je ne veux pas revenir sur, disons, le stéréotype de la galère, mais longtemps, il a passé des centaines de castings sans succès. Donc c'est un autodidacte qui a suivi, après, dans son apprentissage difficile de Hollywood, des cours. Mais il était considéré comme un mauvais acteur parce que dès qu'il avait une phrase assez longue à prononcer, il ne convainquait pas. Et évidemment, ce transfert, disons, et ce reframing au sens d'Irving Goffman a été rendu possible par son rôle mutique dans les westerns italiens, où on lui reprochait aussi, quand il était jeune, une dentition défectueuse et peu cinématographique. Et vous vous souvenez que dans les westerns de Leone, il mâchouille un cigare et est quasiment mutique. Et donc, au fond, sa présence physique, séparée de ses attributs discursifs, lui a permis, en étant recadré, de faire une carrière, la carrière que vous connaissez. Alors, je pense que le cinéma est un objet fantastique pour étudier la question du talent, parce que c'est à la fois un art et une industrie, comme vous le savez, et c'est une industrie où l'on peut compter, et à partir des budgets de cinéma et des profits qu'ils permettent de faire. Et Clint Eastwood a été a réinventé, disons, l'activité de direction cinématographique en diminuant drastiquement les coûts, notamment au niveau des prises. Il a diminué aussi les coûts de studio, et si vous regardez l'ensemble de sa production, les jours de tournage sont très inférieurs à la moyenne des films produits aux États-Unis. Alors, le cinéma est intéressant,
Et donc, je vais donner un exemple qui est très particulier et qui n'a pas vocation à la généralisation, mais qui, malgré tout, me semble poser un certain nombre de questions intéressantes. Vous savez qu'en France, le concours est une forme établie de sélection des capacités ou des talents, y compris dans des domaines qui sont les plus fugitifs sous ce rapport et dont, disons, l'objectivation est, par définition, impossible. C'est le cas du cinéma. Il existe en France une école nationale de cinéma qui forme, dans des conditions particulières, à plusieurs professions du cinéma, dont celle de metteur en scène. C'est la FEMIS, la Fondation européenne pour les métiers de l'image et du son, et qui est, disons, l'objet d'un concours de recrutement qui s'apparente, par ses formes, aux concours nationaux, historiquement très importants en France. On a parlé des grandes écoles ce matin, pour la détection précoce des capacités. Alors, je vous donne... C'est compliqué, le film est en exploitation, j'avais envisagé des extraits, mais c'est très compliqué. Donc, je donne la bande-annonce. C'est l'heure, ça va commencer. Bonjour, est-ce qu'il y a des places libres? Vous avez 3 heures à partir de maintenant. Candidat 2188. J'avais trouvé que c'était un dossier intéressant parce qu'il y avait une certaine mise en danger. Nos deux 19 se sont rencontrés naturellement, on était très satisfaits. Quand on est dans cet écart de 19 à 6, il faut évidemment entendre autant le 6 que le 19. Comment vous avez pris goût au cinéma? C'était Les Demoiselles de Rochefort, et qui, je pense, restera le film de ma vie. Je suis arrivé à la fac en septembre, j'ai fait, j'ai du matériel. Qui sait qui veut faire des courts-métrages. Je pense que quand même son rejet du baiser de Quentin est assez violent. Et je me suis dit, mais je me vois que 10 ans plus tard, être sur un plateau, en train de faire un projet, en train d'écrire. Et c'est à quoi il lui répond d'un ton totalement naturel, mais je suis un cheval. Les pêcheurs siciliens, ils sont là. Et il faut toujours laisser le temps. Il faut laisser le jury réfléchir. Il y a une intelligence, une sensibilité, il y a une réflexion. Vraiment, c'est son point de vue, c'est pas un truc qu'elle a lu dans un bouquin. Quelqu'un comme ça à l'école, ce serait vraiment formidable. Mais évidemment. Ça va être un carnage. Il joue sa vie. J'ai peur pour lui. Mais ce serait quoi la peur pour lui? C'est des hésitations qui sont fondées souvent. On ne peut pas lui dire non, vous n'avez pas le droit d'avoir accès à la FEMIS parce que ça peut être dangereux pour vous. Et à la fin, le jury se met d'accord. Oh yes. J'ai oublié mon nom. 3, 2, 1... Voilà. Alors, comme le dit le regretté Marc Nicolas, que nous avons connu à la fin, et qui préside le jury, puisqu'à l'époque il dirigeait la FEMIS, à la fin, le jury se met d'accord. Alors, il n'est sans doute pas ordinaire de s'appuyer sur un documentaire pour faire quelques propositions d'ordre sociologique sur le talent, une notion omniprésente dans l'histoire des arts et de plus en plus fréquente, on l'a vu ce matin. C'est l'heure, ça va commencer. Bonjour, est-ce qu'il y a des places libres? Vous avez 3 heures à partir de... Je suis sûr que ça ne recommencera plus. Bon. Voilà. Alors, mais le sociologue doit faire feu de tout bois, et le film, qui est le support de mon intervention, ne saurait en aucune façon s'apparenter à une analyse de sciences sociales, bien que Claire Simon, une meilleure documentariste française qu'il a dirigée, soit aussi une anthropologue. Ce film n'en constitue pas moins un document de première main sur la manière dont la détection du talent est à l'œuvre dans la forme concours. Ce film est consacré aux épreuves du concours d'entrée à la FEMIS, dont j'ai parlé, et c'est une institution qui associe, de manière sans doute unique, d'un côté la forme instituée du concours national, fondée classiquement sur la simultanéité et la standardisation des épreuves, et aussi sur l'anonymat de l'écrit, et d'un autre côté, l'identification de personnalités artistiques à l'état naissant.
Le problème peut être posé en ces termes. Comment des grilles d'évaluation harmonisées peuvent-elles départager des singularités, ou à tout le moins, et c'est l'essentiel de la question, des singularités à venir? Il existe peu de documents permettant d'observer de l'intérieur le processus du concours. Nous avons des rapports de jury, des témoignages de jurés et de candidats. Nous avons souvent participé à des jurys et nous avons passé des concours. Nous en avons tiré à la fois des savoirs pratiques, comment éviter, quand on est juré, l'erreur du jugement ou les biais d'évaluation, et nous en avons aussi tiré des théories partielles de la forme concours, ce que Bourdieu désignait, on y reviendra, comme les catégories de l'entendement professoral et qui sont à l'œuvre de manière inconsciente dans nos décisions. Mais nous sommes aussi informés de la relation complexe, quelquefois indécidable, entre l'arbitraire de la conjoncture singulière du concours et l'exigence de justice. Le film pose de manière crue la question de savoir ce qu'est un concours juste, c'est-à-dire capable de neutraliser tous les biais, et pas seulement les biais sociaux, qui affectent l'évaluation, aussi bien que le comportement des candidats. Alors, les sociologues, à l'initiative de Bourdieu, ont perçu à quel point des jugements sociaux pouvaient, à travers des catégories inconscientes, influer sur des jugements scolaires ou des jugements techniques. Les concours ont été créés dans des sociétés très diverses pour gagner du temps dans la procédure de tri des individus. Les jugements d'évaluation sont assez souvent fondés sur des formes pré-réflexives de notation ou de cotation, qui portent sur le style ou la manière de se comporter dans l'espace de la salle d'examen. Un des objectifs de la sociologie des systèmes de recrutement est bien de mettre au jour des présupposés de tout dispositif de sélection. Il s'agit souvent de choisir au plus juste, au plus proche, pour garantir les bonnes conditions de la reproduction d'un corps. La constitution de communautés fondées sur des compétences présuppose en effet un ensemble de pratiques de sélection, de formation et de reconnaissance dont les formes publiques prennent ordinairement un caractère rituel. C'est ce qu'on appelle le rituel des concours, très important, notamment dans le mandarinat chinois, qui constitue une sorte de paradigme de la forme. Il s'agit, à travers une série d'épreuves, d'agréger à des collectifs ou à des collectifs potentiels, dans le cas de la Fémis, de nouveaux entrants qui pourront à leur tour participer à la production de savoirs, d'œuvres et de pratiques spécialisées. Les dispositifs conçus à cet effet permettent d'identifier des groupes, voire des institutions, de les inscrire officiellement dans la durée et de leur garantir une assignation stable dans la trame de la vie sociale. Les protocoles extrêmement variés qui permettent d'assurer ou de confirmer l'entrée dans un collectif ont en commun le fait d'organiser une scansion particulière du temps en dessinant une ligne de partage entre l'avant et l'après, qui se manifeste ici à travers la photographie de la promotion, l'avant et l'après de l'initiation ou de la formation, mais aussi en fixant la durée des épreuves et en les installant dans une temporalité particulière. Et le film réussit très bien à montrer cette importance, disons, de la temporalité. Toute épreuve de sélection implique des risques, en football aussi, et pas seulement pour les impétrants. La première menace, bien sûr, est celle de la routinisation. En développant des formes d'évaluation codifiées et standardisées, les institutions nourrissent des automatismes de pensée et tentent à circonscrire et à formater l'activité intellectuelle, technique ou artistique. Le formatage des questions et des réponses ne concerne jamais seulement les candidats. Il engage l'institution tout entière dans des routines en privilégiant l'aspect reproductif de la transmission des connaissances ou des capacités. Plus le système des examens est centralisé, plus il est susceptible de privilégier les routines d'institution. Il existe pourtant, à des degrés divers, et c'est ce qu'on a vu dans la bande-annonce, une marge d'interprétation de ce qu'on pourrait appeler la lettre du programme. Les institutions engendrent fréquemment des dispositifs de distance au rôle, selon le terme de Goffman, qui offrent aux évaluateurs comme aux évalués la possibilité d'un espace de jeu, un espace d'interaction et partant d'une souplesse interprétative. La généralisation des procédures d'examen a évidemment multiplié les situations d'échec. Ici, à peu près 1 millier de candidats échouent. Le refus de reconnaissance est ainsi devenu une sorte de garant de l'efficacité des systèmes,
Les revues savantes se targuent du nombre d'articles rejetés, de propositions d'articles rejetés. Et donc cette efficacité des systèmes se base sur la constitution d'une population de refusés qu'on peut toucher du doigt en quelque sorte, parfois très nombreuses, comme ça a été le cas dans la Chine impériale. Les institutions de savoir, particulièrement, travaillent à produire, quelquefois en très grande quantité, leur propre rebut. Leur importance relative n'est pas en soi une menace pour les procédures de reconnaissance des qualifications. La situation analysée par Benjamin Hellman, par exemple, à propos du mandarin chinois, montre bien que le caractère massif de la préparation aux examens peut avoir aussi des effets en retour sur la vie sociale dans son ensemble. Le groupe important de ceux qui ont connu l'échec constitue l'analogue d'une armée de réserve dont l'existence a des conséquences sur la vie publique et culturelle du pays, pour autant que le ressentiment des perdants puisse être contenu ou détourné ou transformé, disons, ou reconverti. À la fréquence de l'échec peut être associée, sur un plan différent, la surproduction de diplômés. La population cultivée nouvellement constituée n'a aucune chance de mobilité sociale ascendante, mais elle constitue un nouveau type de talent qui tente à modifier l'ambiance générale de la société. Pensons aujourd'hui au précariat. Bien que le spectateur du film de Claire Simon ne puisse mesurer la place du choix personnel de la cinéaste dans les exemples maintenus dans le montage final, et tout porte à croire qu'il constitue une minorité, il a à sa disposition, ce spectateur, sous la forme d'une séquence temporelle, l'unité d'un processus qui commence avec l'ouverture de la grille de l'école lors de la première épreuve, jusqu'à la photo de promotion qui suit l'annonce des résultats. Les épreuves, écrites et orales, sont présentées à partir d'une sélection, ainsi qu'une partie des délibérations, dans une évaluation fondée sur 3 niveaux de sélection. Un premier tour, qui sont les épreuves écrites, qui concernent l'ensemble des candidats, des épreuves orales, qui constituent une sélection drastique à partir de cette première population, et enfin un grand oral, en présence de l'ensemble du jury, qui est fondé sur une nouvelle sélection. L'écrit est composé de 2 épreuves. La première épreuve, c'est un dossier personnel d'enquête qui avait pour thème cette année le rite, l'outil et l'invisibilité. Et la deuxième épreuve, enfin l'année du concours, c'est 2014, et la deuxième épreuve, c'est une analyse de film que vous faites dans un amphi beaucoup plus grand que celui-ci, et c'était le film Shokuzai, Celle qui voulait se souvenir, de Kurosawa, film de 2013 au Japon. Donc, ce système de filtre et de sélection est bien connu, et je n'y reviens pas. Claire Simon ouvre une boîte noire, celle du concours, qui permet de recruter un nombre fini et très limité d'individus, ici une 60aine, pour entrer dans une école nationale réputée à partir d'une base de recrutement très large, plus de 1000 candidats. Il n'existe pas, à ma connaissance, d'observation équivalente d'un mécanisme de sélection, même si les sociologues et les historiens ont travaillé sur la forme très spécifique du concours et de ses variations dans l'espace et dans le temps. Qu'est-ce qu'un concours ? D'une manière générale, c'est un dispositif qui vise à transformer des micro-différences, les individus présentent des écarts qualitatifs réels mais toujours limités, en macro-distinctions. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui se retrouvent sur la photo de famille et ceux qui échouent et passent à la trappe. Pierre Bourdieu a souvent évoqué la tragédie du premier collé, la malheureuse ou le malheureux qui, pour un quart de point, se trouve du mauvais côté de la barrière. Dans les formes les plus extrêmes, le concours revient à jouer son futur en quelques minutes. Dans le cas du cinéma, c'est plus complexe parce que l'accès à la FEMIS, bien entendu, ne donne droit à rien dans une carrière dont le niveau d'incertitude est très élevé. Le succès ou l'échec dépend d'un ensemble de facteurs où, comme le montre rigoureusement Claire Simon, il est impossible de distinguer entièrement les produits et les projets des agents sociaux qui les portent. Les membres du jury peuvent parler sans hésiter d'un bouseux ou, à l'inverse, d'un enfant gâté de la bourgeoisie chilienne pour qualifier de manière stylisée, la stylisation est toujours centrale dans l'évaluation, un candidat. Faire passer un concours, c'est accepter de faire droit à la gestion des impressions. Trop d'aisance peut être un facteur défavorable, car ce fait peut dégager faire signe vers un manque d'engagement,
voire un manque d'authenticité, un terme qui revient couramment dans la bouche des jurés, et c'est ce que dit un membre du jury qui dit « il est trop à l'aise, il manque d'authenticité ». En revanche, un trop grand embarras de parole peut être le signe d'un manque d'adéquation avec les ambitions du projet. On peut louer la fraîcheur d'une candidate tout en reconnaissant le caractère limité de ses compétences techniques. La sélection des moments de ce concours, dont par opposition à une enquête sociologique on ne connaît pas le principe, est rendue cohérente par le souci de rendre compte au plus près d'un processus d'interaction. À part quelques moments hors concours, comme l'ouverture de la porte ou le collage de la liste des candidats et la transmission des résultats au téléphone, qui comptent parmi les moments les plus violents, puisque le résultat négatif est transmis à des candidats invisibles dont la déception est laissée à notre propre travail d'interprétation, l'essentiel du film est consacré à la description du travail d'évaluation que mènent les membres du jury, les représentants légitimes d'une profession. Laetitia Masson préside le jury et Olivier Ducastel est vice-président, donc deux figures du cinéma français. On remarque sans peine l'engagement des uns et des autres, sous la désinvolture apparente de quelques candidats artistes, percent leur profonde anxiété. Tous ont conscience qu'ils jouent gros. Le cinéaste rend compte sobrement de la densité de ce moment. La cinéaste, pardon. Quant aux membres du jury, ils ont en permanence à cœur la nécessité d'objectiver une évaluation. Et là, on peut se distinguer très fortement de Pierre Bourdieu, en tout cas dans ce cas. La réflexivité est en permanence à l'œuvre, peut-être parce que les cinéastes ont lu des sociologues, mais la crainte de faire jouer, disons, des éléments inconscients et des critères sociaux est en permanence présente, disons, à l'esprit des jurés. Le principe de base ici, et il est peut-être spécifique, consiste à ne pas attendre des réponses préformatées, mais de laisser les questions suffisamment ouvertes pour qu'un individu créatif émerge. Ainsi, un juré dit à un candidat « Le sujet est volontairement vague pour que tu puisses en faire ce que tu veux. » Fin de citation. Les notions de prise de risque, de mise en danger, vous l'avez entendu ici, sont régulièrement convoquées. Si les formes objectivées des réponses constituent la base officielle de l'évaluation, des microfictions, un décor, un dialogue, c'est toujours la personnalité du candidat qui est au centre de la délibération. Le critère central peut être exprimé en ces termes. Il s'agit d'authenticité et d'une adéquation entre le projet et l'individu. On peut citer ici un exemple particulièrement éclairant que j'aurais voulu vous montrer, mais le film est en exploitation, c'est trop complexe. Un candidat présente une amorce de scénario. Il s'agit d'un meurtre commis dans un village par un couple de babacool. Deux routards babacool qui ont l'air tout gentils comme ça, et puis qui zigouillent des vieux. Donc c'est un homme et un couple, hein, homme-femme. Alors, le candidat raconte son histoire, et un des jurés... L'histoire est peu vraisemblable, effectivement, mais un des jurés exprime ouvertement ses doutes quant à la crédibilité du récit, donc conduisant le candidat du côté de l'inauthenticité. Il dit « Cette affaire est trop belle pour être vraie ». Le candidat rétorque qu'il s'agit d'un authentique fait divers dont un membre de sa famille, habitant dans le village, a été le témoin. Lors de la délibération, la critique est donc déportée du côté de la capacité de construire un récit indépendamment de la véracité d'un fait. L'aspect scolaire de la performance, mais ça vous connaissez tous ça depuis au moins un demi-siècle, est inévitablement l'objet d'une dévaluation. Telle jeune femme est décrite comme ayant beaucoup de qualités, mais sans grande surprise. L'étonnement, la surprise, le tomatzein, comme on disait dans la philosophie grecque, est encore important. Au contraire, le jury apprécie d'être étonné, voire déstabilisé. Le talent est à chercher du côté de la capacité de mettre en œuvre une logique d'écart par rapport à une norme standard d'ailleurs qui n'est jamais objectivée. Le fait que le travail soit soigné, tel celui d'un bon artisan, n'est jamais une condition suffisante de l'appréciation positive. Là, j'ai une citation très remarquable, « bien fichu, presque trop », dit un des jurés à propos d'un décor inspiré de l'architecture indienne. La performance normale est souvent la plus redoutée. L'un des jurés s'exprime ainsi. « Je ne sais pas noter les moyens. Est-ce qu'un moyen est meilleur qu'un autre moyen ?» s'exclame un peu là ce juré. Pour déceler des potentialités, il faut toujours, et je reprends ici des citations, regarder derrière ou trouver de la profondeur.
ce regard transperçant s'exerce contre les formes les plus visibles de l'aisance. Les élèves de Sciences Po peuvent être ainsi suspectés de cacher leur superficialité derrière l'aisance rhétorique. Le verbosisme est toujours perçu comme une limitation. Je l'ai entendu se masturber devant ces mots, dit une membre du jury. À l'inverse, l'écart négatif par rapport aux réquisites scolaires ou sociaux de l'entretien est souvent vu comme de la fraîcheur ou de la spontanéité, fût-elle maladroite. La fraîcheur est néanmoins à double tranchant, comme en témoigne l'extrait suivant. « Ton accent, tu viens d'où » La jeune femme est de Narbonne et elle a étudié à Avignon. Délibérant, après l'entretien, les jurés s'inquiètent. Elle est bien, hein, elle n'est pas formatée à faire des phrases compliquées. Mais est-ce qu'on ne s'est pas laissé avoir par l'accent? Dans un autre cas, c'est à nouveau la fraîcheur, cette sorte de climatisation spontanée, un grand vent de fraîcheur est salué. La jeune femme est un peu jeune, mais c'est une grande passionnée de cinéma. Elle a plus de potentiel que le gars qui est passé devant elle. Elle est plus solide. Chez elle, il y a quelque chose en germe. Fin de citation. L'anxiété constante des jurés porte sur le risque qu'on court en permanence de ne pas identifier un talent en gestation. Je cite, « On est peut-être en train de barrer un type qui est un Cronenberg. » Remarque, on ne sait pas comment était Cronenberg à 18 ans. Est-il dit à propos d'un candidat qui a l'air effectivement un peu dérangé. Si t'es fou, ça ne t'empêche pas d'être un grand metteur en scène. Il faut donc aller au-delà des apparences. Et donc cette traversée des apparences doit mobiliser certains savoirs pratiques. Il y a, je cite, « il y a de l'intelligence, de la sensibilité, de la réflexion, mais dans son dossier, il y a un peu d'esbrouf. Il faut dire qu'il est italien. » Fin de citation. À propos d'un candidat très virevoltant, j'ai l'impression qu'il était sous coke. Ça va être un carnage. On ne pourra jamais l'intégrer. Une jurée exprime parfaitement l'opération de détection. Nous, notre boulot, c'est de lire entre les lignes. Moi, là, j'ai rien lu. Donc l'évaluation se fait sous l'espèce du paradigme indiciaire de Ginsburg. On repère des indices, on les corrige ou on les neutralise par d'autres afin de découvrir ce qui fait le fond d'un candidat, hein, la profondeur, ce qui est derrière, etc. La perception des propriétés sociales du candidat est loin de résider entièrement du côté de l'inconscient des jurés. Ça, ce serait une manière de discuter un peu les thèses de Bourdieu. Un demi-siècle s'est écoulé depuis les premiers travaux de Bourdieu et de Passeron, il faut dire. L'entendement professoral est devenu réflexif, mais il l'a peut-être toujours été. Le biais possible que constitue l'existe corporel des candidats n'est jamais occulté. Le cœur de la recherche n'est autre que ce que Claire Simon appelle, dans les commentaires qu'elle a donnés à la sortie du film, le désir de cinéma. C'est là, au fond, une manière de nommer ce que l'on recherche. À l'état naissant, le talent ne peut pas être détecté, sinon sous la forme de l'intensité d'un désir, capable de se manifester au-delà des biais sociaux et des divergences de vues, très nombreuses dans des matières aussi peu codifiées que la création artistique ou à tout le moins soumise au bouleversement permanent des codes. Il ne faut pas croire que ce type de jugement, fondé sur ce que j'appelle une stylisation des propriétés du candidat, tel qu'on peut les saisir à partir de ses travaux, de ses discours et de ses comportements, est réservé à des concours qui portent sur des matières artistiques ou para-artistiques, comme c'est le cas de la FEMIS. J'ai moi-même, pendant 6 ans, fait l'expérience d'un grand concours scientifique, où j'étais présent pour l'épreuve de philosophie. Même, et peut-être surtout, c'était, alors j'ai noté des observations, mais je ne peux rien en faire parce que je ne voyais pas les copies, les professeurs de mathématiques cessaient à identifier des personnalités ou des futurs de chercheurs ou des futurs d'individus en mettant au jour des petites différences dans la manière de résoudre des problèmes tout à fait abstraits. Pierre-Michel Menger a évoqué dans son séminaire de cette année la notion d'élégance mathématique. Certaines copies sont plus élégantes que d'autres, mais des cheminements plus buissonniers peuvent faire l'objet d'une évaluation positive, pour autant que la candidate ou le candidat fasse montre d'un potentiel. Il aurait pu faire différemment, il s'est trompé à un certain moment, mais il a montré ses capacités de raisonnement, ce qui laisse penser qu'il fera mieux dans le futur ou dans des conditions, disons, moins anxiogènes. C'est une personnalité de mathématicien qui est visée à travers une copie anonyme,
à partir d'une capacité du présent à dire quelque chose sur un futur possible. Tout concours se joue donc sur deux temporalités. Il constitue une évaluation instantanée, ou pour parler le langage de Pierre-Michel Menger, enfin en sociologie, un tournoi unique, mais il est simultanément une épreuve multiple, ou plus exactement démultipliable, puisque la performance singulière est toujours décodée comme la matrice de performance à venir. À partir du savoir critique que nous produisons, que peut-on faire? S'agit-il de contribuer à l'amélioration des concours? Concours plus objectifs, concours qui décèleraient ab initio ou ab ovo le talent? Ou au contraire, puisque cette forme est très spécifique à la France, un concours national, se défaire de cette forme et passer à des formes moins standardisées de sélection? Faut-il sélectionner le talent et le reconnaître par la certification de l'école avant même qu'il ait éclos? Faut-il le développer par l'enseignement? Le talent reste largement la boîte noire des discours sur l'art et la culture. Et il est maintenant extrêmement disputé dans le discours du management. Pierre-Michel Menger, dans sa recherche sur le travail artistique, à la différence de beaucoup d'autres, s'est efforcé de cerner les contours de cet objet en essayant de se tenir à distance égale de l'idéologie du surgissement créatif et du sociologisme, qui est encore pire, je crois, qui n'y voit qu'une production sociale ou une construction sociale. Claire Simon, dans son film, revisite la question du mérite et de la reconnaissance. Il s'agit là d'une très vieille question que la montée en puissance des industries culturelles dans notre société et la généralisation de la forme concours, même sous forme parodique dans le divertissement télévisé, a remise au premier plan. L'idéologie de la compétition, proposée de manière et propulsée de manière jusqu'ici inégalée par ce qu'on appellera un peu paresseusement le néolibéralisme, a fait du talent individuel un moteur idéologique puissant. Et là, sans doute, et Antoine Lilti l'a remarqué, disons, déconnecté, pour une part, de son inscription sociale, la contribution de l'individu, disons, à une forme de progrès social par accumulation. On sait, notamment à partir des enquêtes de Pierre-Michel Menger, que les professions artistiques et culturelles attirent de plus en plus de vocations, alors que le marché ne permet pas de les satisfaire et qu'au contraire, il multiplie les situations, on a vu les superstars, où le gagnant prend tout, the winner takes it all, alors qu'il ne reste aux aspirants et conduits que leurs yeux pour pleurer. Le concours n'est-il alors qu'une vaste foire aux illusions et aux vanités qui vise à reproduire la croyance en la possibilité d'un futur juste et de la reconnaissance de la qualité unique des individus? Le film de Claire Simon permet d'aborder cette question avec des ressources nouvelles. C'est pour ça que j'ai présenté, disons, une sorte de lecture sociologique de son travail. Pour Menger, et je conclurai par là, la caractéristique la plus remarquable du travail créateur est qu'il produit de la différenciation et que le talent n'est avéré que s'il est reconnu, au-delà du bon plaisir de l'individu qui s'y adonne, par un collectif qui soumet le produit du travail à son évaluation qui peut être une forme de délectation. À ce titre, l'art est en soi, et le cinéma l'est plus que d'autres peut-être, puisqu'il se traduit immédiatement en termes monétaires, l'art est en soi un générateur de dissymétrie et d'inégalité entre l'artiste et le public d'abord, dont la domestication est une des dimensions importantes de l'histoire des arts, entre les artistes eux-mêmes qui se mesurent et qui sont mesurés aux autres en permanence. L'idée d'une créativité pour tous, ou à tout moment, est de ce fait une contradiction dans les termes. Menger l'a montré très précisément à propos du communisme selon Marx, mais on peut, disons, exporter ce raisonnement à beaucoup d'autres formes d'idéologie de la démocratisation des talents. Le cinéma n'en pose pas moins, comme tous les autres arts, à la société démocratique un formidable défi. Que veut dire, et Pierre-Michel l'a rappelé ce matin, que veut dire l'égalisation des conditions qu'il a définies si l'on n'assiste pas simultanément à l'égalisation tendancielle des talents? Donc, l'explosion, pour moi apparente, des inégalités liées aux
caractère central que revêt désormais l'identification par le marché des talents créateurs est un problème plus politique que sociologique. Les sociétés de performance dans lesquelles nous vivons ont exacerbé ces différences, et toute une partie du travail de Pierre-Michel Menger, qui m'a guidé dans ma présentation, consiste bien sûr à montrer comment des micro-différences de talent produisent des macro-différences de rémunération et de réputation. Et c'est dans cet écart, je crois, que nous pouvons étudier et analyser de manière plus approfondie ce que Claire Simon nous donne à voir, puisque la question se pose en ces termes: si l'immense majorité de la population en est réduite à admirer la réussite d'une infime minorité, comment rendre la vie sociale supportable alors qu'on a précisé au point de départ qu'on s'efforcerait de réaliser l'égalité des chances? Merci.